Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer une réflexion générale sur le désir et la politique. Je ne vais pas traiter un sujet en particulier, je ne vais rien vous apprendre de nouveau, mais je vais vous permettre de replacer ce que vous savez sur la politique dans l'optique d'une réflexion sur le désir, au cas où, le jour du concours qui approche maintenant, eh bien, il y aurait un sujet dont l'angle soit politique. Alors, le désir a beau être à première vue une affaire privée, il pose nécessairement, on l'a vu cette année, des questions politiques et donc croise la route de la philosophie politique. Je dirais pour trois raisons. Première raison, la plus intuitive, parce que le désir des uns n'est jamais ajusté au désir des autres, et donc que le désir nous conduit à une rivalité et une concurrence qui déstabilisent la vie sociale. Et donc il faut prendre en charge par un art, et cet art c'est justement la politique, il faut prendre en charge cette pluralité de désirs potentiellement antagonistes. Deuxième raison, parce que le désir en lui-même, sans même qu'il croise le désir de l'autre, on l'a vu cette année, le désir en lui-même présuppose une sociabilité problématique. Je résume très rapidement ce qu'on a vu. Hobbes nous a montré que, donc Thomas Hobbes nous a montré que le désir prend rapidement, dans l'état de nature, la forme d'un appétit de domination. Rousseau nous a montré que là aussi, dans l'état de nature, il se transforme petit à petit d'un légitime amour de soi en un amour-propre tyrannique. Et Montesquieu ou encore Marx nous ont montré que dans la nature du désir, il y avait cette nécessité récurrente de se distinguer, que toute satisfaction est de nature sociale. Ça ne m'intéresse pas d'avoir telle ou telle fonction, place, objet, si comparativement je les sais identiques ou inférieurs à ce que les autres possèdent. D'accord ? Souvenez-vous, Montesquieu nous avait dit qu'on ne désire pas seulement être heureux, mais plus heureux que les autres, et que la satisfaction est de nature sociale. Donc, si vous voyez, je résume tout ce que je viens de dire, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Marx, on voit que tout se passe comme si on ne pouvait pas désirer sans dominer. Et que la pente naturelle du désir, abandonnée, voyez, à lui-même, n'est pas l'égalité. Égalité sur laquelle on espère fonder l'ordre social. La pente naturelle du désir n'est pas l'égalité, mais bien l'asservissement du désir des uns au désir des autres, hein, du désir des faibles au désir des forts, et que le désir, abandonné à lui-même, a tendance à instituer, à produire plutôt, un ordre social injuste. Voilà. Et donc pour ces deux premières raisons, on voit que le désir a besoin de la loi pour être régulé, laquelle loi montre, indique qui peut désirer légitimement quoi. Voilà. Alors si le désir croise la question politique, c'est aussi pour une troisième raison, cette fois-ci plus optimiste et plus réjouissante. C'est parce qu'il y a sûrement des désirs communs. C'est parce que les hommes partagent certains désirs et se rencontrent dans le périmètre de certains désirs. Ils partagent des finalités communes et notamment, ils partagent un désir du commun. Désir sur lequel la politique doit compter pour être efficace. Parce que la loi, on le verra, ne peut pas se contenter d'articuler et de juxtaposer des désirs singuliers et individuels. Elle doit présupposer au préalable un désir de la loi elle-même. S'il n'y a pas au préalable ce désir de vivre ensemble, eh bien la loi reste inefficace. Et donc, elle va chercher, cette vie politique, à renforcer ce désir commun, ou ce désir du commun, désir sans lequel, vous voyez, elle n'a, cette vie politique, aucune efficacité. Mais dès lors, on peut se poser, je crois,
deux questions. Et ce sont ces deux questions qui vont structurer mon propos. La première question consistera à s'interroger sur la nature de ces désirs communs. De la nature consistera à se demander quels sont ces désirs qu'il faut présupposer au fondement de la vie sociale. Quels sont ces désirs communs en fonction desquels les individus sont prêts à négocier et à renoncer à une partie de leurs désirs individuels. Et on va voir que tous les philosophes ne placeront pas au cœur de la vie politique le même désir commun. Et il est intéressant de relever ces différences. Ces différences, vous allez les voir, vous les connaissez. Mais je crois qu'il est important de les reformuler dans la perspective de notre thème de l'année. Donc voici la première question. Au nom de quel désir les hommes acceptent-ils de renoncer à une partie de leur désir ? Et donc, pour répondre à cette question, pour comprendre finalement sur quoi repose le désir de la loi, il va s'agir d'identifier ce grand désir, voyez, qui soutient la loi. La deuxième question qu'on peut se poser est la suivante. La vie politique, je viens de le dire, doit faire tenir ensemble à la fois des désirs communs qui rassemblent les hommes et des désirs privés et particuliers qui les séparent. Et vous voyez, ces deux catégories de désirs ne vont pas nécessairement ensemble. Les désirs singuliers et privés peuvent toujours faire sécession et compromettre le vivre ensemble, tout comme le vivre ensemble peut compromettre la liberté et l'indépendance privée de chacun. Comment dès lors penser cet équilibre ? Faut-il le penser comme un compromis, comme un agencement des désirs particuliers ? Ce serait ça finalement le vivre ensemble, un vivre à côté les uns des autres, une coexistence pacifique ? Faut-il penser cet équilibre comme au contraire une métamorphose, une éducation des désirs privés et singuliers qui, dans la vie politique, parviendraient petit à petit à s'extraire de leur entêtement, de leur aveuglement et de leur singularité. Voyez ? Et là, on réussirait à penser un ordre social qui soit fondé sur un authentique vivre ensemble, et pas simplement sur un vivre à côté, ou sur une coexistence. Ou encore, faut-il accepter de penser dans la vie politique la pluralité de nos désirs comme une pluralité nécessairement problématique, qu'on ne peut jamais totalement réconcilier. Alors, je vais essayer d'approfondir ces trois hypothèses en suivant un plan historique. Évidemment, c'est pas ce type de plan qu'il faudrait suivre dans une copie, mais en fait, ça va vous permettre de réactiver vos connaissances et de les rendre mobilisables dans la perspective d'un sujet, et c'est mon objectif. Mon plan sera extrêmement simple. Je vais vous montrer comment les anciens, en l'occurrence Aristote et Platon, ont pu penser la question politique, comment les modernes, en l'occurrence Hobbes et Rousseau, ont pu reformuler le problème et trouver des solutions, des réponses différentes. Et puis, je vous proposerai quelques réflexions sur désir et démocratie. Donc voici les trois parties que je vous propose de développer. Donc premièrement, désir et politique chez les anciens. Alors les anciens, et je me centrerai exclusivement sur Platon et Aristote, en les abordant de manière non chronologique, les anciens partagent tous deux la même vision d'un cosmos harmonieux, d'un monde finalisé, et précisément, ils vont nous montrer que si les hommes vivent ensemble, c'est parce qu'ils en ont naturellement le désir, et que cette vie ensemble
est l'occasion pour eux non pas de faire des compromis mutilants, mais d'atteindre le bonheur. Voilà. Mais vous voyez, ces deux philosophies vont reposer sur un finalisme parfaitement assumé et vont considérer qu'il existe un souverain bien auquel notre nature commune aspire, qui est inscrit dans l'ordre des choses, et que la vie politique a pour charge et pour rôle de réaliser. Alors si je m'intéresse tout d'abord à Aristote, chez qui je crois les choses sont le plus faciles à saisir, donc Aristote développe sa philosophie politique essentiellement dans un texte intitulé Les Politiques et aussi l'éthique à Nicomaque. Ce que va montrer Aristote, c'est que l'existence sociale ou politique est naturelle à l'homme. Elle ne fait pas violence à sa nature. Que vivre en société, c'est un désir immanent à la nature de l'homme. Et en réalisant cette tendance, il s'accomplit véritablement. Je cite Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. « Personne ne choisirait de posséder tous les biens de ce monde pour en jouir seul, car l'homme est un être politique et naturellement fait pour vivre en société. » Donc c'est notre nature qui nous pousse à la sociabilité. Et plusieurs expériences en témoignent. La vie politique est déjà présente pour Aristote dans des formes inscrites dans les formes naturelles que l'on voit se succéder dans notre histoire. Premièrement, l'expérience de la naissance et de la famille. Naître, c'est avouer qu'on ne s'est pas fait tout seul et que un lien, une relation nous précède. La famille nous montre aussi qu'il y a une précession de la société sur l'individu et qu'il y a une première communauté naturelle, le foyer, l'oikos, qui, bien sûr, pour Aristote, ne développe ne repose que sur encore nos besoins et nos satisfactions les plus immédiates. Se nourrir, se reproduire. Voilà. Elle perpétue cette famille, ce qu'il y a peut-être d'animal en nous. Et puis, il y a une troisième expérience, c'est l'expérience du travail. Donc la naissance, la famille, le travail, qui est une deuxième communauté dans laquelle nous entrons parce que le foyer n'est pas autosuffisant et va de lui-même, la famille va d'elle-même se tourner vers l'extérieur, vers le village, et parce que nous nous spécialisons les uns les autres par la division du travail et nous échangeons le fruit de notre travail et de nos savoir-faire. Mais là encore, cette deuxième communauté ne va être tournée que vers la question du vivre, la question de nos besoins et le registre économique. Donc la cité pour Aristote, si vous voulez, ce n'est pas une construction artificielle, abstraite. Il fait dans les politiques, toute cette généalogie de la cité, elle naît naturellement, vous voyez, à la suite de la famille, mais aussi du village. Et elle est le prolongement de ces deux cellules naturelles. Elle ne doit pas être pensée en opposition avec ces deux cellules naturelles. C'est, nous dit Aristote, la cité, c'est une communauté de communautés. Elle est supérieure aux deux communautés précédentes, la famille et le village, parce qu'elle est plus étendue par son extension, elle les englobe, une cité contient plusieurs villages, mais aussi parce qu'elle est supérieure par sa finalité. La cité a une finalité plus noble. La finalité de la cité, ce n'est pas simplement le besoin vital, le vivre, la nécessité de vivre, mais c'est la nécessité de bien vivre. Le bien de la cité est plus élevé que les autres biens. La finalité que poursuit la cité
intéresse notre partie spécifiquement humaine, celle qui vise le souverain bien, celle qui vise le bonheur. Je cite Aristote, né du besoin de vivre, foyer, famille, village, la cité existe pour être heureux. Car en effet, c'est dans la relation que l'homme se sent exister comme un homme et peut déployer sa vertu propre, à savoir celle d'un être de raison voué à nouer avec les autres êtres, avec ses semblables, des rapports d'amitié et de justice. Je cite Aristote dans Les Politiques, « C'est l'amitié qui porte les hommes à la vie sociale. Le but de l'État, c'est le bonheur de la vie. Toutes ces institutions ont pour fin le bonheur. La cité est une association de familles et de bourgades pour jouir d'une vie parfaitement heureuse et indépendante. Mais bien vivre, selon nous, c'est vivre heureux et vertueux. Vertueux, ça consiste à réaliser sa nature propre. Il faut donc admettre en principe que les actions heureuses et vertueuses sont le but de la société politique et non pas seulement la vie commune. » Donc vous voyez, le désir sur lequel se fonde la vie politique, c'est un désir immanent à la nature humaine, désir par lequel l'homme cherche à se réaliser. C'est le désir du souverain bien, du bonheur. Et cela repose sur une anthropologie bien particulière dont nous avons peut-être perdu aujourd'hui l'intuition. C'est que pour Aristote, l'homme réel est avant tout un homme social. L'individu n'est pas en lui-même un être complet, achevé, dont on peut poser l'existence antérieurement à la vie sociale. Vous voyez, contrairement à l'idéologie individualiste qui voudrait que l'individu précède la société et qu'on se pose la question de savoir comment les individus vont coexister en société. Mais pour Aristote, ça n'a aucun sens de se poser la question dans cet ordre-là. Il n'y a pas d'individu qui préexiste à l'ordre social. L'individu, c'est un être inachevé qui n'a pas de réalisation possible hors de la totalité sociale dans laquelle il est inscrit et par laquelle il va accomplir les finalités de sa nature. Il y a seulement deux types d'êtres qui peuvent exister en dehors d'une cité. Il y a les bêtes et les brutes qui sont incapables de vivre, qui sont étrangers, si vous voulez, aux finalités que prétend réaliser la cité. C'est par exemple le cas de l'animal qui va rester incapable de s'associer, rivé à l'aliénation du besoin, qui va rester, si vous voulez, prisonnier de cette servitude du besoin et soumis à la nécessité d'avoir à y répondre. Alors que les hommes réunis dans la bourgade, le village, qui a une autonomie économique, vont pouvoir se libérer de cette servitude du besoin pour accomplir des fins plus hautes, qui ne sont pas les fins du vivre, mais réellement du bien vivre. Donc c'est la bête ou la brute qui peut vivre hors de la cité, mais voyez qui du coup ne réalise pas finalement les désirs supérieurs auxquels il est appelé, ou alors ce sont les dieux, c'est-à-dire des êtres parfaitement autosuffisants, parfaits, sans désir, des êtres d'emblée achevés et qui se suffisent à eux-mêmes. Donc vous voyez, la cité a un rapport très étroit au désir. Il y a cité parce que nous sommes ces êtres intermédiaires, nous ne sommes pas de simples animaux rivés à l'orbe du besoin, et nous ne sommes pas des dieux extraits, voyez, de cette condition inachevée qu'est la condition humaine et qui vivons sans désir. Non, la vie politique, la cité, existe pour réaliser le désir immanent à la nature humaine, qui est le désir d'être heureux. Désir d'être heureux,
qui ne peut s'accomplir que dans la réalisation de notre nature d'être rationnel, voué à nouer avec d'autres êtres des rapports, on l'a dit, d'amitié et de justice. Rapport, note Aristote, dont la trace est présente dans le langage. L'homme est le seul être qui parle, qui fait usage de la parole, du logos. Là où l'animal fait usage de la voix et ne va communiquer que dans l'espace très restreint de ses besoins, en communiquant son plaisir, sa douleur, ses affects, l'homme, lui, va faire un usage de la parole qui déborde très largement cette fonction expressive et cette fonction expressive et communicative. Voilà, le langage par la parole permet certes d'exprimer l'immédiat, j'ai mal, mais aussi ce qui est plus éloigné de mon ressenti. Quand je suis capable de dire non pas j'ai mal, mais c'est un mal, alors j'affirme quelque chose de quelque chose, je juge, je prends position sur la vérité d'une proposition et j'entre dans le domaine des valeurs qui sont universellement partagées. En effet, remarque Aristote, les notions de bien et de mal, d'utile, de nuisible, de juste, d'injuste, ne prétendent pas seulement valoir subjectivement, mais s'exposer à l'épreuve de la communication universelle et être suscité, pouvoir faire l'accord des esprits. Lorsque je dis par exemple « cette conduite est juste », je parle à l'autre de quelque chose qui concerne notre vie en commun. Donc la parole est le signe que nous sommes faits pour cette vie politique, pour cette vie commune, puisque pour Aristote, la nature ne fait rien en vain. Nous sommes faits pour dépasser la sphère de l'immédiat et du subjectif, pour entrer dans un espace commun, l'espace justement du débat et du dialogue. Donc on le voit, la vie politique est inscrite dans notre nature profonde. Mais que cette cité soit naturelle, ça ne signifie pas pour Aristote qu'elle soit donnée, spontanée. Comme toutes les réalités sublunaires, elle est soumise, la cité, au mouvement, à l'imperfection. Et donc on sait que cette tendance naturelle doit encore se réaliser, doit passer de la puissance à l'acte. Et le travail de l'homme doit achever ce que cette tendance naturelle lui suggère. Comme le médecin, en soignant son patient, va à la fois présupposer une tendance naturelle présente dans l'organisme, mais aussi l'accompagner et la parfaire. La vie politique, donc l'art politique, devra achever cette tendance inhérente à l'homme. Donc ce qui est intéressant chez ce philosophe, c'est qu'on voit que le désir n'est pas d'emblée un problème politique, parce qu'il a une dimension politique et collective. Et c'est aussi ce qu'on retrouve chez son maître Platon, pour qui il n'y a pas d'opposition, comme il pourra y avoir, vous allez voir tout à l'heure, chez les modernes, il n'y a pas d'opposition entre le désir privé et le désir commun. La preuve, c'est que Platon, dans la République, pense la cité à l'image de l'âme individuelle. Il ne se passe rien de plus à l'échelle du tout que ce qui se passe à l'échelle de l'individu. Toutes deux, l'âme de la cité et l'âme individuelle, sont bien réglées lorsqu'il existe une harmonie, un accord qui fait que chacun joue son rôle et sa partition. Et ici, dans la cité comme là, dans l'individu, c'est le même désir qui doit primer. Le désir rationnel, éclairé par le logistikon.
Là encore, comme chez Aristote, il y a un souverain bien, et une âme juste, gouvernée par la partie rationnelle, sait le reconnaître et lui subordonner toutes les autres aspirations. Et il en va de même pour la cité, puisque le gouvernement de soi et le gouvernement de la cité sont parfaitement analogiques. Chacune des parties de l'âme, comme chacune des parties de la cité, correspond à une espèce de désir, à une figure du désir, l'épitumia, le thumos, le logistikon. Et aucun de ces désirs n'est mauvais s'ils restent respectivement à leur place et si ils sont subordonnés à la recherche du souverain bien identifié par la raison. L'âme juste, c'est celle qui ne confond pas l'agréable suggéré par l'épitumia et le bien, l'utile, suggéré par le logistikon. Il en va de même pour la cité. Voilà. Et donc, vous voyez, Platon pense vraiment en parallèle eh bien, l'excellence individuelle et l'excellence politique. Et cela va le conduire à penser la vie politique comme une hiérarchisation, une organisation de type désirant. Voilà. La cité juste, c'est celle qui consacre la primauté des désirs des âmes les meilleures. Alors, Platon, bien sûr, assume l'idée qu'il y a des désirs maîtres, parce qu'il y a des désirs supérieurs. Donc la cité juste consacre la primauté des désirs des âmes les meilleures sur les désirs inférieurs. Voilà. Et ce qu'il déplore, notamment dans la démocratie ou dans la tyrannie, c'est que ce ne sont pas toujours les désirs des meilleurs qui s'imposent. Voilà. C'est le règne de la foule, par exemple, qui consacre les désirs les plus mesquins de l'épitumia. Voilà. Donc on comprend que dans cette philosophie politique, ce qu'on va chercher à faire, ce n'est absolument pas à libérer le désir, ce n'est absolument pas à égaliser les désirs, mais à les ordonner aux objets les meilleurs. Donc vous voyez, s'il fallait chez Platon retenir un concept pour penser la politique, ce n'est pas le concept de liberté ni d'égalité, mais plutôt celui d'ordre, d'harmonie. Voilà. Et cet ordre et cette harmonie ne sont obtenus que par l'adéquation à l'objet véritable du désir qui est au cœur de sa réflexion politique. Alors évidemment, cette configuration politique aristocratique peut laisser sceptique. Je parle ici de Platon, puisque chacun est enfermé à jamais, quelque part, dans sa nature désirante, nature de philosophe, de guerrier, de commerçant. Il y a des âmes d'or, des âmes d'airain, des âmes de fer, et il n'y a pas de projet politique d'émancipation. Voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi soupçonner que ce désir de savoir et de justice qui place les philosophes au sommet de la cité, puisque Platon défend l'idée du règne des philosophes rois, on pourrait soupçonner que ces désirs de savoir et de justice soient peut-être aussi des désirs déguisés de pouvoir. Voilà. Et puis plus généralement, et là ma critique va englober Aristote et Platon, on voit que tout l'édifice politique des anciens repose sur l'idée qu'il existe un souverain bien. Voilà, que cette vie politique, elle repose, elle est fondée sur l'existence d'un souverain bien inscrit dans la nature des choses et dans la nature humaine. Mais comment penser la vie politique quand on perd cela de vue, quand on perd l'idée qu'il existe un souverain bien objectif? Eh bien, vous voyez, c'est cela qui va... c'est ce problème que les philosophes modernes vont se poser. Chez ces philosophes, finalement, la vie politique fait fond sur une finalité commune inhérente à la nature humaine. Mais c'est cette finalité commune
qui fera défaut chez les modernes et qui exigera de repenser totalement la vie politique, non pas comme une donnée naturelle, mais véritablement comme une construction.